Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous retrouver dans la troisième saison de l'émission Le Dernier Mot. Très heureux d'être avec vous, mais également avec un invité de prestige, un invité connu pour sa grande connaissance des questions d'islam, et je ne fais aucun jeu de mots. J'ai nommé Dr Ghaleb Benchir. Dr Ghaleb Benchir, merci d'être parmi nous, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, merci à vous, merci de m'accueillir dans cette émission et merci à tous ceux qui vous suivent et aux téléspectateurs. C'est Ghaleb Benchir, notre échange portera sur la place de l'islam dans le monde occidental. Mais avant de l'aborder, permettez-moi de vous présenter à nos chers téléspectateurs. Ghaleb Benchir, vous êtes docteur en sciences et vous avez également suivi une formation philosophique à l'Université Paris 1. Islamologue franco-algérien, né en Arabie Saoudite, car votre papa a représenté le gouvernement provisoire de la République d'Algérie en Arabie Saoudite au début des années 60. Vous êtes connu et reconnu dans le monde entier. Vous êtes sollicité pour animer des conférences de par le monde, et c'était le cas hier à Rabat. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur l'islam, dont le dernier paru en 2023 aux éditions Erol, Les mots, MOTS, et les mots, MAUX, de l'islam, réparer le présent et préparer l'avenir. Vous avez animé l'émission Islam sur France Télévisions de 2000 à 2019. Et avant cela, vous animiez chaque dimanche la partie Islam de l'émission Le Jour du Seigneur sur France 2. Et actuellement, cher Ghaleb Benchir, vous animez et produisez l'émission hebdomadaire, j'allais dire l'émission culte, Questions d'Islam sur France Culture, que je prends plaisir à écouter avec beaucoup de plaisir chaque semaine en podcast. Et depuis décembre 2018, vous avez été élu président de la Fondation de l'Islam de France en succédant à M. Jean-Pierre Chevènement. Ghaleb Benchir, vous prenez l'islam de l'ouverture, de l'acceptation, du vivre ensemble. L'islam qui vit avec son temps et qui ose s'interroger quand il le faut et qui ose aussi se remettre en question. On appelle cela l'islam libéral dans le monde occidental. Et comme je l'ai dit auparavant, votre dernier livre en 2023 porte le nom Les mots et les mots de l'islam, et vous invoquez la nécessité de réparer pour mieux appréhender l'avenir. Cher Ghaleb Benchir, que faut-il réparer et pour quel avenir? C'est Ali, la question est dense, elle nécessite un long développement. C'est vrai que la tradition religieuse islamique et la civilisation qu'elle a sous-tendue à travers l'histoire et même maintenant paraît pour certains, elle est véritablement pour d'autres en crise. Autant les questions spirituelles, d'engagement personnel, la foi qui relève de la conscience émotive, il ne m'appartient pas de le dire, ça a l'air d'être une foi vivante, vivace, une spiritualité élévatrice, en tout cas quand c'est bien compris. Autant la civilisation d'une manière générale, après avoir connu un apogée, commençait par la suite un véritable déclin, une décadence, une colonisabilité, le néologisme n'est pas de moi, et une régression tragique. Et nous le connaissons maintenant dans les contextes dits islamiques. Les contextes islamiques, il y a des choses à réparer, elles sont nombreuses, pour accéder à ce que d'aucuns appellent la modernité politique et intellectuelle. Non qu'il faille singer ou imiter ou faire comme d'autres, il faut trouver les ressources chez soi, en soi. C'est François Maurien qui disait « Ce n'est que du dedans qu'une jeune âme probe et intègre puisse aspirer au salut ». Donc il faut trouver en soi, dans son patrimoine, dans son héritage, dans la profondeur civilisationnelle, de quoi colmater les brèches actuelles et préparer un avenir que nous voulons tous radieux, serein, prospère, d'abord pour les musulmans de par le monde et aussi pour l'humanité tout entière, si les mots ne sont pas trop grandiloquents dans ma bouche. Très bien. Et
En fait, le constat est assez terrible, si vous permettez l'expression, cher Al-Bencher, en Europe occidentale principalement, un peu moins dans le monde anglo-saxon, peut-être que ça va venir avec le temps. Il y a un regard presque brutal, presque violent, qui est porté à l'égard de l'islam et sur les musulmans de manière générale. On le constate de plus en plus. Il y a un réel sentiment de rejet presque, qui s'exacerbe avec le temps. Et je voudrais vous poser la question de savoir à quoi l'attribuez-vous et quel a été, à votre avis, l'élément enclencheur de ce regard un peu brutal? Alors, permettez-moi, c'est Ali, de dire que j'ai noté par 3 fois, vous avez dit presque, et je serais enclin, j'ai fait la liaison pour dire que je suis aussi au conditionnel, d'enlever le presque. Le regard est brutal, violent sur la chose islamique d'une manière générale, sur l'islam et sur les musulmans, avec une confusion terrible. Il y a des raisons en interne, nous venons juste de le dire, je n'ai pas pu le développer, il y a réellement des considérations à la fois d'éducation, d'instruction, d'acquisition du savoir, de gouvernance, des défis d'éducation nationale au sens fort du terme, qui concernent les sociétés musulmanes. Mais il se trouve aussi qu'en Occident et en Europe occidentale, il y a de terribles confusions. D'abord, on a ethnicisé en confessionnalisant, dans l'esprit de beaucoup d'Européens occidentaux et particulièrement français, être musulman, c'est être maghrébin, au mieux dans certains cas subsaharien, alors que cette identification ne va pas nécessairement de pair. Deuxièmement, il y a une méconnaissance de ce que la longue tradition de l'orientalisme, et il faut distinguer l'orientalisme islamisant, l'orientalisme savant, c'est pour ça que maintenant on parle d'islamologie, on ne veut plus parler d'orientalisme, et un orientalisme mis au service de l'œuvre coloniale, qui a d'ailleurs corroboré ces idées-là. Et si j'ajoute la singularité française, on n'arrive pas, notamment en France, à solder la question coloniale ou la décolonisation, où l'élément islamique était aussi impliqué dans les appellations. N'oublions pas que le statut de l'indigénat était aussi un statut de musulman. Et s'il advenait pas extraordinaire qu'un musulman abjura sa foi pour se convertir au catholicisme, à l'époque, on disait musulman catholique. Ça veut dire que l'ethnicisation était par la confession. On distinguait les questions culturelles par mahométan. Et si l'élément déclencheur, on devait l'ajouter en plus, c'est vrai qu'en France, par-delà en Europe, notamment en Europe occidentale, il y a eu une vague d'attentats, si je puis dire, inaugurée par les exactions du criminel Merah. On est en 2012, et cette décennie et plus a vu quasiment tous les 15 jours, tous les mois, en tout cas en une période de quelques semaines, des attentats meurtriers, sans parler de l'annus horribilis 2015. Et la société, d'une manière générale, plus les agitateurs, les aventuriers, les extrémistes, du triomphe des idées, voire de l'idéologie d'extrême droite, ont fait le reste. Et l'on se retrouve devant ou pris en tenaille par cette fameuse tenaille identitaire. D'un côté, des jeunes gens qui n'ont trouvé dans le refuge religieux une revendication politique et politico-identitaire. Pour eux, leur citoyenneté, dès lors qu'elle leur est déliée, ont trouvé une appartenance supranationale. Pour eux, c'est la Oumma, sans comprendre même qu'est-ce que cela veut dire. Et de l'autre côté, voilà, nous nous retrouvons avec
un élément invasif, envahisseur, incongru, étranger, et la théorie du grand remplacement commençait à prendre. Exact. Donc, est-ce qu'on est en train d'arriver à la théorie de Samuel Huntington, qui avait théorisé en 93 dans un article la théorie du clash des civilisations et qui l'a mis plus dans le détail dans un essai en 95 ou 96. Est-ce qu'on y est? Vous pensez vraiment que cette théorie est vraiment ce que nous vivons actuellement? Alors, votre serviteur a de sérieuses réserves sur la théorie en tant que telle parce qu'elle est foncièrement inconsistante. Le concept du clash des civilisations n'a pas beaucoup de sens. Parce que d'abord, les civilisations ne sont pas des systèmes clos et des orbes célestes qui peuvent comme ça entrer en collision. C'est au sein même des espaces civilisationnels qu'il y a ceux qui sont pour la fermeture, l'intolérance, le dogmatisme, le fanatisme, et ceux qui sont pour l'ouverture, pour l'humanisme, pour l'intelligence du cœur et de l'esprit. Et donc on ne peut pas considérer, comme Huntington le pensait, qu'il y a d'un côté ce qu'on appellerait l'Occident monolithique, homogène, et de l'autre côté ce qu'on appellerait l'islam, et l'une et l'autre des deux civilisations entrent en choc. D'abord, ceci est démenti par l'histoire, par la géographie. Les difficultés sont de cet ordre maintenant. À travers l'histoire, l'islam était un Occident et un Occident absolu. On n'était pas encore convaincu de la rotondité de la terre. De 711, date à laquelle Tariq franchit le détroit des colonnes d'Hercule, jusqu'en 1492, date de la découverte du Nouveau Monde. Quand on allait en Occident, on allait à Marrakech, ou à Séville, ou à Saragosse, ou à Cordoue, ou à Fès. Je parle des Tatars, je parle des Slaves, je parle des Turkmènes qui veulent aller en Occident. Ils n'allaient pas encore à ce moment-là à Londres ou à Paris. Après, d'un point de vue purement géographique, que je sache, Rabat n'est pas un Occident pour la Lituanie. Après, que je sache, Rabat n'est pas un Orient pour la Lituanie. Et dernier point, en réalité, dans une ère de mondialisation, nous appartenons d'abord à une civilisation humaine, et en ce qui concerne la Méditerranée occidentale, nous sommes dans une ère AIRE, sur une longue ère ERE, d'une civilisation euro-méditerranéenne, ensemencée sur le plan spirituel par le monothéisme abrahamique judéo-islamo-chrétien, d'expression gréco-arabe. Alors, maintenant, qu'il y ait des difficultés internes au monde dit musulman, ça nous le reconnaissons et il faut œuvrer pour que ces difficultés soient aplanies. Sir Michel, si vous rejetez cette idée ou cette théorie de clash des civilisations, quel nom on devrait lui donner? Parce qu'on voit bien qu'il y a un petit souci par rapport à l'islam et les musulmans. Est-ce que vous êtes en mesure de l'appeler autrement? Alors, de nos jours et en ce moment, malheureusement, il y a de réelles frictions, des antagonismes virulents, il y a une hégémonie du monde dit occidental sur une certaine vision du monde pour laquelle il n'est pas fidèle. Nous le voyons avec le fameux double standard ou le deux poids, deux mesures. C'est la ruine, même pour l'attrait pour la démocratie, les valeurs héritées de l'Aufklärung, donc des Lumières. Si au moins on était fidèle à l'humanisme des Lumières ou même des secondes Lumières, tout cela donne lieu à une sorte de malaise dans la civilisation humaine, et je pense qu'il y a des glissements d'un côté.
d'ordre géostratégique cette fois-ci, où les antagonismes sont entre un axe Moscou-Pékin, peut-être conjoncturel. Certains veulent bien lui rajouter Pyongyang et Téhéran. Je ne sais plus comment ce quadrilatère peut être dessiné, et un autre passant de Kiev à Washington et quelques capitales européennes. On ne peut sortir de ce malaise et de cette crise qu'en en allant vers l'essentiel et rappeler ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est la dignité humaine, ce sont les droits fondamentaux de la personne humaine, la liberté de conscience, la liberté d'opinion, d'expression. Peut-être la raison avant l'action. La raison avant l'action, une raison froide, mesurée. J'ai eu l'occasion de parler, comme si Mohamed Darkoun, notre cher professeur, regrettait une raison émergente, celle qui allie à la fois les ressources inventives de la technoscience et l'invariant besoin de transcendance de l'homme. Mais tout cela doit être effectivement mesuré, et je vous rejoins tout à fait, c'est Ali, la raison avant l'action, la réflexion avant l'action. Salm Cherdon, cette incompréhension mutuelle, j'ai envie de vous poser une question naïve. À qui la faute? Est-ce que c'est le monde musulman qui, comment dirais-je, qui demande davantage au monde occidental, qui est toujours là à se mettre peut-être en position de faiblesse dans cette posture? Est-ce que c'est le monde occidental qui ne fait pas d'efforts pour comprendre davantage la tradition islamique? À qui allons-nous, comment dirais-je, accorder justement ce défaut de compréhension de l'autre? Alors c'est Ali avant tout, aucune question n'est naïve, et bienvenue à la naïveté si elle nous laisse réfléchir et nous pousse dans nos retranchements pour trouver des réponses aux problèmes de l'heure. Je pars de l'idée d'une responsabilité éthique, et dans toute situation de friction, d'incompréhension, d'opposition et a fortiori de conflit, sans autoflagellation aucune, sans dolorisme aucun, il faut d'abord s'interroger. Il faut voir d'abord chez soi, en soi, les manquements à l'intelligence, les manquements à la parole donnée, les manquements à l'éthique, les manquements à ce qui a fait, sans vouloir caresser un passé mythique et révolu, la grandeur de la civilisation islamique. Ces interrogations, il faut se les poser. Ce questionnement est nécessaire. Et donc, si on trouve qu'il y a eu des failles, des manquements, des insuffisances, des difficultés, il est temps de s'atteler pour entreprendre les chantiers titanesques afin de les résoudre, de les résorber. Et après, on est fondé de demander à son interlocuteur aussi d'être fidèle à ses propres idéaux. Et je constate, notamment en France, qu'il y a des paradoxes. L'on trouve l'honnête homme selon la définition que l'on se faisait au XVIIIe siècle, s'intéresser, et tant mieux, à l'art chimou au Pérou. Il s'intéresse à l'art primitif en Afrique. Il y a même un musée pour cela, le musée du Quai Branly, le musée Jacques Chirac. Il peut s'intéresser aux estampes d'Outamaru et à la civilisation nippone, mais on le trouve ignare devant les miniatures persanes, ou ne serait-ce que l'architecture mauresque, parce que nous sommes ici. Et ce point aveugle, ce manque de curiosité est en soi problématique. C'est pour ça qu'au sein de la fondation de l'Islam de France, l'islam écrit avec la majuscule qui renvoie à la civilisation, nous tenons à donner des bourses aux étudiants en islamologie.
d'ailleurs qu'ils soient musulmans ou pas. Parce que l'islamologie fondamentale, l'islamologie savante, aide, après irrigation de la société, à avoir un autre regard à la fois sur le passé, en convoquant le temps long pour aplanir les difficultés du temps présent, sur une civilisation qui a fait que les arabo-musulmans ont eu une contribution au corpus du savoir universel, et ceci est méconnu. Après, comme ça je bouclerai la boucle, aux dirigeants, mais surtout au peuple AUX des contrées dans lesquelles se trouvent majoritairement les sociétés musulmanes, de relever des défis. Les défis sont majeurs, cruciaux, ce sont des enjeux de civilisation, et à commencer, je l'ai dit, mais je le répète, de l'éducation, de l'instruction, de l'acquisition du savoir, de l'inclination pour les valeurs esthétiques, pour la beauté, pour les arts, pour la science. Tout cela est important, et aussi de bonne gouvernance, alternance au pouvoir, équilibre des pouvoirs, pouvoir et contre-pouvoir. Tout cela doit être bien conçu, bien vécu, d'une manière à la fois sereine et apaisée. Sir Al-Bashir, vous êtes à Rabat, car vous avez animé une conférence ayant pour thème quelle spiritualité, au pluriel, au XXIe siècle. Spiritualité au pluriel, car il y a plusieurs spiritualités. Je me limiterai à deux, mais peut-être que vous en aborderez d'autres. La spiritualité religieuse et la spiritualité philosophique, comme on a dit, qui place la raison et la réflexion avant l'action. Pourriez-vous nous en dire davantage, en quelques mots, s'il vous plaît? Je vous en prie, en quelques mots. Si on reste dans le cadre de la spiritualité religieuse, la religion pour certains, est le tout de l'existence. Il n'en demeure pas moins que lorsque l'âme humaine est lassée, harassée, fatiguée des vanités du siècle, vanitas, vanitatum, et omnia vanitas, tout n'est que vanité en réalité, lorsqu'elle se rend compte qu'elle ne peut plus courir indéfiniment après l'apparat, la pompe, le décorum, les honneurs, le vedettariat, la gloire, elle se recentre sur l'essentiel. Elle veut s'unir à l'existant éternel, à ce qui est primordial, et donc elle a soif d'absolu. Que cet absolu soit autre tout autre, transcendant, ou qu'il soit immanent en soi, l'âme humaine n'a pas pu, n'a pas su, n'a pas réussi, n'a pas voulu y renoncer. Et là, j'allais dire, l'expérience spirituelle commence. Là, on est plutôt dans un cadre religieux, et en l'espèce, si on reste dans le domaine de la famille abrahamique judéo-islamo-chrétienne, on a dans l'histoire et on a maintenant le cadre d'une expérience spirituelle élévatrice, que ce soit avec des choses bien comprises, le Zohar, la Kabbale, la mystique chrétienne, le soufisme, etc., sans vouloir mettre les gens dans des catégories. C'est qu'il y a, la question spirituelle est plutôt expérientielle, elle est intérieure, elle ne s'étale pas en réalité. J'ajoute simplement cette idée que lorsqu'on est croyant, et les gens sont libres de leur croyance, ou pas d'ailleurs, mais quand on est croyant, homme ou femme de foi, on lit un livre révélé et on décrypte et on médite sur un livre univers, un livre étalé. Et l'un et l'autre renvoient à un livre intérieur. Je reprends quelques mots que j'ai avancés lors de la conférence elle-même. Et il y a effectivement une autre spiritualité, pour certains elle est appelée une spiritualité laïque, une spiritualité philosophique, c'est qu'on donne le primat à l'esprit.
que tout n'est pas uniquement dans le consumérisme, la jungle ou l'anarchie des marchés qui fluctuent et qui broient l'homme. Il y a effectivement une approche qui laisse comme ça l'âme humaine ou la réflexion de l'esprit ou spirituel un peu en surplomb des actions humaines. Alors, dans la foulée, je voudrais vous poser une question et vous parler d'un auteur et connaisseur de l'islam que vous connaissez, qui est Ibn Bidar, qui est d'ailleurs votre prédécesseur à l'émission Question d'Islam, qui portait un autre nom. Et il dit en substance, dans son avant-dernier livre, Les 5 piliers de l'islam et leur sens initiatique, qu'il y aura de plus en plus de jeunes qui reviendront à la religion, non pas par le besoin dogmatique ou religieux, mais par besoin de spiritualité, ce besoin de se connecter à soi-même et de se connecter à l'être suprême, au bon Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Quel est votre avis? Alors, gageons que la prophétie de Ibn Bidar puisse se réaliser, non qu'il faille plaider pour que les jeunes gens, garçons et filles, aillent nécessairement vers davantage de spiritualité, parce qu'il faut se garder de vouloir faire le bonheur d'autrui malgré lui. C'est terrible. En revanche, si dans une compréhension saine, on est dans l'élévation de l'esprit et dans un cadre humain pour expérimenter, approcher le sacré de la vie, le sacré dans ce monde, oui. Là où il a raison, et je le rejoindrai tout à fait, c'est que les crispations identitaires, les failles intérieures, dans certains cas des échecs scolaires, l'évaporation de l'autorité du père, les manques de repères, ont laissé beaucoup de jeunes gens comme des proies faciles à des sermonnaires doctrinaires, des idéologues, des aventuriers, voire des imams autoproclamés qui sévissent sur les réseaux désormais asociaux, dernière génération. Après, tout ça est inconsistant au sens où, lorsque l'on répare ce présent et l'on prépare mieux l'avenir, et on aura plutôt une inclination vers une spiritualité élévatrice. Alors je n'ose pas la qualifier d'authentique. Qui suis-je d'abord pour distribuer comme ça des épithètes? Telle spiritualité est frelatée ou non conforme, et celle-ci serait ou est authentique. Gardons-nous de ceux qui ont des certitudes. En revanche, la démarche d'une introspection, j'ai eu l'occasion de le dire, cet invariant besoin de transcendance que l'âme humaine nourrit et a, cette fois-ci, pousse cette jeunesse à aller s'abreuver à la source auprès de maîtres qui, eux, sont plutôt bien formés et qui ne sont pas dans l'aventure idéologique. Donc, à votre avis, un islam pratiqué avec raison est la solution pour que l'islam soit accepté, toléré dans le monde occidental? Alors, notre rêve à nous tous, c'est que l'islam ne soit plus adjectivé, ou qu'il n'y ait plus aucune épithète qui lui soit accolée. Nous sommes fatigués d'entendre d'un côté ou de l'autre l'islam modéré, libéral, tolérant, progressiste, etc. Ce qui sous-entend qu'il ne l'est pas, ou que la règle générale est à l'extrémisme et au radicalisme, et de l'autre, l'islam vrai, l'islam authentique, et que sais-je encore.
Que je sache, jusqu'à présent, nous n'entendons pas beaucoup, ou peu, voire pas du tout, judaïsme modéré, christianisme tolérant. On dit judaïsme, on dit christianisme. Il faut arriver à un moment ou à un autre, on dira islam. Et si je devais momentanément, et j'espère une bonne fois pour toutes, ajouter quelques épithètes, ce serait un islam banalisé, un islam apaisé, un islam normalisé, où l'on n'est pas à le qualifier de quoi que ce soit. Maintenant, vous me dites, c'est peut-être ce à quoi il faut arriver pour que l'islam soit toléré. Pardonnez-moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas beaucoup le mot tolérance. Donc il faille être intolérant, bien sûr. Mais la tolérance trahit une attitude asymétrique entre celui qui tolère et celui qui est toléré. Je ne peux pas faire autrement, mais je te tolère parce que tu m'insupportes, mais bon, j'accepte. En réalité, la tolérance est un prérequis, mais ce n'est pas suffisant. Il faut une exigence de respect, de reconnaissance et par-delà, d'amour, de bonté, de miséricorde, de sollicitude et de prise en compte de l'intérêt d'autrui. Nous aurons tous gagné cette affaire lorsque l'on n'aura plus à parler de qui que ce soit comme étant toléré. Et donc je rêve à ce que l'on n'ait plus à dire un islam toléré, mais un islam qui se trouve sa place naturellement dans le paysage spirituel et religieux, sous la voûte commune de la laïcité s'il s'agit de la France, ou dans le cadre des lois en vigueur des contextes occidentaux. Justement, quel regard, Sir El-Benchir, portez-vous sur la gestion du culte musulman dans le monde occidental de manière générale? Je ne veux pas parler de la France en particulier, mais dans le monde général. J'essaie d'être un homme, pas dans l'excès, je n'y arrive peut-être pas, et ne pas être dans la démesure et dans l'outrance. Mais globalement, pas systématiquement, et toute généralisation est abusive, le culte de l'islam en Occident est mal géré à cause de l'incompétence des hiérarques religieux musulmans. C'est peut-être une affaire de génération. Nous avons besoin et nous rêvons d'avoir des hiérarques propres, intègres, compétents, sérieux, mieux formés, fins connaisseurs de la chose islamique, de grands théologiens, et nous en manquons. Ça ne veut pas dire que les choses vont rester comme ça. Il y a des jeunes pousses et justement il faut les préparer. Et cette formation doit porter sur deux volets. J'ai parlé de la chose islamique, du fait islamique, une bonne connaissance de la longue et lente maturation de l'islam comme construction humaine et comme fait historique et civilisationnel. Il faut connaître tout ça. Et d'un autre côté, il faut le marier avec l'héritage des Lumières, les idées politiques et philosophiques, l'histoire ou la proto-histoire de la laïcité, le patrimoine culturel de l'Occident d'une manière générale. Et comme ça, on aura des ministres du culte musulmans qui sont au fait de la question islamique en interne, mais aussi de leur environnement. Eh bien, dans la continuité, je voudrais parler de la formation dans les pays occidentaux, la formation religieuse sur l'islam, de ses imams, etc. Comme vous le savez, les pays occidentaux sont en général en rapport avec les pays d'origine de leurs ressortissants musulmans. Et ils cherchent à s'autonomiser. Ma question est, est-ce que les pays occidentaux arrivent à cela ou est-ce qu'ils vont garder justement ce lien avec les pays d'origine de leurs ressortissants d'obédience musulmane? Alors, tous ces filoches, si je puis dire, dans le temps,
quand on est de 5e, 6e génération, on pourra toujours parler de pays d'origine, mais on a affaire plutôt à des citoyens qui sont eux-mêmes de souche. C'est simplement l'obédience ou la confession qui diffère par rapport à d'autres compatriotes qui vivent ensemble dans un même pays. Ça, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, c'est dans l'ordre naturel des choses. En ce qui concerne cette période-là, qui est aussi cruciale, il me semble qu'il est temps de favoriser l'émergence d'une formation in situ d'imams, de prédicateurs, d'aumôniers qui vivent sur place, sont formés sur place, parce que parfois, le mot importé n'est peut-être pas tout à fait approprié pour la dignité humaine, mais on importe des imams qui ne sont pas au fait de la psyché collective, de l'ambiance générale, et dans leur prêche, on entend, surtout lorsqu'ils s'adressent aux fidèles, que l'on se retrouve dans une société dissolue, dépravée, mécréante, et que sais-je encore, parce que la transition n'est pas bien assurée, et on a affaire à des imams qui n'ont pas cette vision un peu globale. Là où vous avez raison, c'est que le lien avec les pays dits d'origine restera sur le plan affectif, sur le plan des racines. Il n'y a pas pire pour un individu que de se sentir déraciné, de ne pas savoir d'où il vient, etc. Cela restera, ça pourra aussi devenir lâche comme ça dans le temps, mais ça restera toujours. C'est la formation elle-même qui, je le répète, doit se faire selon les canons académiques sur la partie profane, civique, civile de ce qui se passe en Occident, et la partie cultuelle, religieuse, voire théologique, d'une manière aussi assumée et moderne, mais sur place, ça me paraît être de la plus haute importance. Très bien. Et une toute dernière question, Cyril Bencher, si vous le permettez. Pouvez-vous nous parler de la fondation de l'islam de France et de son rôle, justement, pour montrer l'islam que vous défendez, l'islam de tolérance et l'islam d'acceptation? Je ne suis pas dans une logique de défendre quoi que ce soit, nous sommes dans une logique de témoignage, et ça c'est déjà beaucoup. La fondation de l'islam de France est dans le domaine civilisationnel, je l'ai dit. L'islam avait écrit avec la majuscule et l'islam écrit avec la minuscule. Nous sommes plutôt dans la profondeur historique et civilisationnelle. Nous avons un triptyque de la plus haute importance. En attendant la période des vaches grasses qui pourrait peut-être nous ajouter 2 autres dimensions, mais les 3 volets sont les suivants. L'éducation, la culture et la médiation sociale. Ce sont les meilleurs antidotes contre les radicalismes, les extrémismes, les dérives meurtrières, le terrorisme abject, etc. Par l'éducation, la culture, la connaissance, l'acquisition du savoir, l'humanisme, l'ouverture sur le monde, étudier les humanités islamiques. Si on savait qu'il y avait et qu'il y a un humanisme d'expression arabe en contexte islamique totalement oblitéré, effacé des mémoires, insoupçonné, occulté, et qu'il faut réactualiser, et on saura qu'à Tashkent, à Bukhara, à Samarcande, à Shiraz, à Ispahan, ou ici, encore une fois, à Marrakech, à Meknès, à Fès, il y avait un art de vivre, un hédonisme, une approche épicurienne des choses, une civilisation brillante. C'est pour ça que c'est important. Votre serviteur a instauré une université populaire itinérante. Nous allons de ville en ville amener le débat. Nous croyons à la circulation des idées et à la thérapie par la parole et la thérapie de la parole.
Donc pour des grands débats concernant ces questions-là, nous avons un campus numérique qui est en passe de passer comme le site de référence francophone. Nous avons aussi de grands projets, de grands programmes à la fois de colloques, de réflexion, spiritualité et intelligence artificielle, ombre et lumière dans les relations entre judaïsme et islam à travers l'histoire et maintenant, l'altérité confessionnelle avec les chrétiens d'Orient et les musulmans, la liberté de conscience, pour nous c'est un point de la plus haute importance, les enjeux cruciaux et des enjeux de civilisation, nous les abordons. Nous donnons des bourses à des ministres du culte musulman, des jeunes étudiants en master et des jeunes étudiants en doctorat, d'islamologie, ça je l'ai dit. Et pour parler des réalisations culturelles, on a contribué à une exposition multisite, au sens où elle était unie dans le temps, mais diffractée dans l'espace, intitulée « Art de l'islam, un passé pour un présent ». Sur 18 villes, simultanément, nous avons fait exposer des pièces qui remontent à des siècles, et aucune d'elles n'est venue de l'extérieur. Tout était de France, jusqu'à le baptistère de Saint-Louis qui a été façonné, forgé par un artisan damascène, Mohamed Zeyn, et ce baptistère a servi au sacre des rois de France. La symbolique est extraordinaire. Nous sommes en train de reconfigurer l'enlèvement au sérail composé par Mozart pour la simple raison que le Pacha Selim est la figure du prince musulman magnanime qui consent à restituer l'amoureuse à son fiancé. Je renvoie vos téléspectateurs à aller lire le livret ou même suivre cet opéra. C'est pas pour verser dans l'élitisme, c'est simplement pour dire que l'art lyrique a quelque chose à voir avec la civilisation de l'islam. Nous sommes en train de monter une pièce de théâtre qui fait le va-et-vient, l'oscillation entre le fou de Leïla et le fou d'Elsa. D'abord, il n'y a pas de pudibonderie à parler d'amour entre un garçon et une fille, mais en plus les emprunts dans la littérature à la civilisation arabo-islamique, la littérature française, sont aussi importants et on les met en avant. On a des programmes dont l'un d'eux s'appelle Jeune France, parce qu'il y a une jeunesse qui ne sait pas comment se passe sur les réseaux sociaux et nous les poussons dans ce qu'on appelle une sorte de citoyenneté vigilante à avoir de la contre-influence sur ces réseaux sociaux. Voilà pour dire d'une manière globale et très sommaire un peu nos actions. Et si je peux me permettre, les deux attributions ou l'évolution que vous voudriez voir au sein de la Fondation, vous m'avez parlé de 3 que vous faites et 2 que vous voudriez... Ah oui, mais ça, ce sont pour toute fondation plutôt classique, une approche humanitaire, parce que nous sommes sollicités pour aider des populations suite à des guerres, suite à des catastrophes climatiques et des sinistres, et aussi une dimension philanthropique où, que l'on soit musulman ou pas, lorsque l'homme est en détresse, lorsqu'il âne sous des souffrances le plus souvent renouvelées pour certaines populations, nous sommes là, conformément à notre vocation, d'être dans l'aide et dans une perspective d'aide pour toute personne en détresse. Très bien. Sir El-Benchir, on arrive à la fin de cette émission et il est d'usage de laisser le dernier mot, d'où le nom éponyme de l'émission, le dernier mot à l'invité. Vous avez la caméra en face de vous, quel sera le vôtre? C'est tout simplement la reconnaissance, la gratitude. Exprimer sa gratitude, c'est toujours un signe à la fois de confiance et quelque chose qui consolide une amitié. Il y a un vieil adage arabe qui dit « Wa awwalul ghaythi qatrun thumma yanhamiru »
l'averse commence par quelques gouttes et elle devient torrentielle. Lorsqu'on exprime sa reconnaissance, ses remerciements, sa gratitude, eh bien cela consolide dans le temps les liens d'amitié. Sir Al-Muncher, merci beaucoup d'avoir été parmi nous pour cet échange fort lumineux. Je rappelle que vous êtes islamologue et que vous animez, produisez l'émission Questions d'Islam sur France Culture. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.